Et je reviens sur l'erreur volontaire aussi que je mets dans chaque cours. La semaine dernière, l'erreur a été celle-ci. 2 personnes l'ont trouvée. Anthony et Antoine, c'était cette phrase-là, qui est une vraie phrase qui a été notamment dite par James Randi, le magicien états-unien. Richo mój cudek, qui n'existe pas parce que c'était une espèce de traduction en tchèque de mon propre nom, donc il n'existe pas, Richo mój cudek, c'est Richard mon voisin en tchèque. Et Ujiecza si spad, c'est une phrase d'une chanson de Jaromír Nohavica que très peu de gens connaissent, mais qui est un grand poète et grand chanteur morave, donc en République tchèque. Oxbridge Édition, ça n'existe pas parce que c'est une contraction de Oxford et Cambridge. Donc voilà, c'était une arnaque, donc j'espère que vous n'avez pas appris ça par cœur. Il y en a une autre dans le cours d'aujourd'hui. Donc Anthony et Antoine gagnent donc un prix. Vous savez, c'est des prix absolument majestueux. Alors il y en a un qui gagnera un troll, voilà, il gagne un troll poilu. Et l'autre gagne une épouvantable Cruella des 101 Dalmatiens. J'espère qu'ils sont ravis. Est-ce qu'ils sont là, au moins Anthony et Antoine? Ils sont là, Anthony il est là. Et Anthony il veut pas son cadeau, alors il lève pas la main. Ah, il est là-bas, super. Bravo, c'est bien d'être vigilant. Ne croyez jamais personne sur parole, surtout pas le cours de zététique et surtout pas les autres cours d'université. Il peut y avoir toujours des erreurs. J'en profite pour remercier encore Antoine parce qu'il m'envoie souvent des remarques et certaines qui parfois me montrent des erreurs que je fais et ça, je surkiffe. Johnny Carson, c'est le type qui avait réalisé un show hyper connu aux États-Unis qui s'appelle le Tonight Show. Comme j'en parle assez fréquemment de Johnny Carson, pour moi il est toujours vivant. Enfin, j'ai indiqué la dernière fois qu'il était mort l'année dernière, et en fait il est mort en 2005, comme le temps passe. Et donc bon, je me suis pas réveillé. Le temps passe, ça c'est un problème de vieux. En fait, quand on vieillit, on se rend pas compte, mais donc le temps il file. Et puis donc Johnny Carson n'est pas mort l'année dernière, mais il est mort en 2005. Mais il nous manque toujours autant de Johnny Carson. Et puis le $1 Million Paranormal Challenge, le prix d'$1 million de James Randi. Et bien en fait, je vous ai fait une publicité mensongère parce qu'il a fermé son prix l'année dernière, James Randi, avec son équipe. Ils l'ont transformé en bourse d'études, mais James Randi, se mettant en off de sa fondation, a retiré le prix d'$1 million. Donc vous ne pouvez pas gagner $1 million si vous faites la démonstration d'un phénomène paranormal. Mais je crois qu'il y a d'autres bourses ailleurs, on pourra se renseigner si vous voulez challenger les sceptiques. Donc merci à Antoine qui m'a envoyé ça. Antoine qui me dit aussi, l'auteur de l'un des co-auteurs ou exégètes de La licorne invisible et rose, qui s'appelait Steve Healey, a changé de sexe. Et donc, ça s'appelle maintenant Sarah Healey. Et donc, je ne sais pas comment il faut l'indiquer. Est-ce qu'il faut donner son prénom masculin à l'époque où il a inventé ça, quand je vous donne la référence, ou est-ce qu'il faut donner son prénom de maintenant? Donc, je vous donne les deux, là, comme ça. Et c'est bien vu. Merci, Antoine, d'avoir corrigé ça. Merci aussi à ceux qui m'ont posé des questions la semaine dernière auxquelles je ne savais pas répondre, car j'étais bossé un petit peu. J'ai regardé un peu Alors, j'ai plus mes notes ici, mais j'ai regardé Oudoul un petit peu, j'ai regardé Nicolet, j'ai regardé 2-3 trucs comme ça. J'ai regardé Phénomène Paranormal sur la chaîne 23. Quelqu'un m'a dit de regarder ça. C'était une grande souffrance pour moi de regarder ça, je vous avoue. C'était vraiment, vraiment douloureux. C'est vraiment classique, quoi. C'est vraiment exactement la structure médiatique classique de comment on traite le paranormal dans les médias, hein. Des témoignages, des reconstructions, de la mise en forme, c'est très scénarisé avec de la musique terrible, tout est flippant, il n'y a pas de fait, il n'y a pas vraiment d'investigation. C'est des agglomérats de témoignages plus ou moins flous, avec très très peu de regard critique dessus. Enfin, c'est quand même assez... c'est assez pauvre comme contenu. Si vous voulez vous faire une opinion sur les phénomènes dits paranormaux, c'est certainement pas en regardant la chaîne 23 que vous pourrez le faire. Les questions de la semaine passée en suspens. Oui, on m'avait envoyé aussi, on m'avait posé une question sur l'horloge de l'Apocalypse. Je ne savais même pas que ça existait. Et effectivement, ça existe. Je vous encourage à regarder ce que c'est que l'horloge de l'Apocalypse. Et puis, je me rappelle plus. Il restait 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'ai fait aussi une petite erreur. Je vous ai parlé. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il existe des gens qui sont capables de parler des langues étrangères? Et donc, la réponse est vraisemblablement non. Il y a eu plusieurs psychologues qui ont bossé dessus. Plus ou moins bien d'ailleurs. Ian Stevenson, c'est pas très très bien. C'était contesté depuis. Il semble pas qu'on ait des preuves. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais pour le coup, on n'appelle pas ça la glossolalie, pour être plus précis, on appelle ça la xénoglossie. Voilà, donc je vous corrige ce terme. C'est le terme xénoglossie, la capacité alléguée, non prouvée, que des gens pourraient parler une langue qu'ils n'ont pas apprise, sous l'emprise de soit un choc, une révélation, ou une révélation souvent de type chrétienne. Voilà, pour les questions, notez mon numéro. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, puis j'essaierai d'en traiter le maximum au milieu ou à la fin. Et si vous avez aussi des sujets de dossier sur lesquels vous êtes seul et que vous voulez les proposer, je les lirai et des gens peuvent vous rejoindre. Okay, ça peut peut-être vous aider pour composer vos groupes. Car je vous rappelle que vos groupes sont censés être composés d'au moins 4 personnes. Sinon, je ne pourrais pas corriger physiquement, je ne pourrais pas corriger vos dossiers. Donc c'est un impératif, je ne peux pas faire autrement en fait. On est trop nombreux pour que je puisse vous permettre de faire des dossiers tout seul. Et d'ailleurs, généralement à 4, c'est meilleur que tout seul.
C'est comme le sexe, disent certains. Non, je sais pas. 4 quand même. C'est fatigant. Alors, nous en étions ici la semaine dernière. On avait parlé du plaidoyer pour une humilité sensorielle. C'est-à-dire que c'est assez difficile pour un humain moyen, comme vous et moi, de se mettre à douter de ce qu'on perçoit, de ce qu'on reçoit comme information de nos sens. Et c'est un travail qu'il faut faire si on veut se rendre compte de la capacité de notre cerveau à se tromper, que de se confronter soi-même à tous les mécanismes d'illusion possibles et imaginables. Comme ça, on sait dans quelle mesure on peut se tromper. Et donc je vous ai montré quelques illusions, j'espère que vous avez été voir le PDF, vous avez retrouvé quelques personnages et quelques images tout à fait ravigorantes. Et puis, je vais encore traiter quelques points comme ça, jusqu'à la notion de témoignage, que je voudrais vraiment bien écorner avec vous. Et puis après, je passerai à des outils épistémologiques, l'art de supposer des hypothèses, mais je prendrai des exemples un peu concrets pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous emparer dans votre sujet des différentes hypothèses qui sont sous-jacentes à votre question de travail et comment on peut les peser, avec quels outils on peut les sous-peser, parce que toutes ne se valent pas. Alors, je m'étais arrêté, il me semble, sur le mentalisme. Vous avez montré, je crois, les cartes les fameuses fausses lettres pourries qu'a envoyé Chris, le médium, pour recruter par téléphone des gens qui voudraient souscrire à son aide télémagnétique. Là. Et alors, le mentalisme, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est une manipulation mentale, etc. Enfin, dans une certaine mesure, le mentalisme est une forme de manipulation mentale, mais qui fait partie de la prestidigitation, c'est-à-dire l'art de manipuler des objets ou de manipuler des sensations devant un public qui est complice et qui est d'accord et qui est là pour voir du spectacle. Là où ça devient moche, c'est quand des gens se servent de ces arts-là, de ces méthodes-là, pour faire croire qu'ils ont une capacité à dire des choses sur vous que vous n'auriez pas dites et auxquelles ils pourraient accéder par le moyen d'une capacité extrasensorielle ou d'un don, etc. Il faut connaître un petit peu comment ça marche le mentalisme. Alors, le deal que l'on a avec le marché qu'on fait avec les magiciens qui traînent avec nous, c'est de ne pas révéler les tours. Je ne vais pas vous révéler les tours. Vous pouvez les trouver assez facilement si vous voulez travailler le sujet. Mais au moins les grandes lignes en psychologie qui permettent d'expliquer ce qui peut se passer quand on se retrouve face à quelqu'un qui dit être un médium ou un voyant ou une voyante et qui est face à vous, est censé ne rien connaître de vous et vous délivre une information tout à fait surprenante. Il y a au moins 3 choses à connaître. Le fait que, première chose à comprendre, si vous vous retrouvez un jour face à une voyante ou un voyant, il y a une première phase qu'on appelle la lecture à froid. C'est-à-dire la personne peut être, même sans s'en rendre compte, en mesure de dire des choses sur vous que vous ne pensiez pas laisser filtrer. L'observation joue beaucoup dans ces cas-là, et le fait de regarder par exemple l'habillement d'une personne, on peut voir si elle est plutôt BCBG, ou alors plutôt punk à chien, ou alors plutôt gothique, ou plutôt garage, ou plutôt ce que vous voulez, quoi. On peut tirer déjà des informations comme ça, et deviner, avec un curseur de vraisemblance assez important, la catégorie socio-professionnelle, peut-être en fonction du lexique aussi que la personne emploie quand elle se présente. Si elle vous dit bonjour monseigneur, c'est pas pareil que si c'est hey, cool, salut, c'est pas pareil, quoi. Donc de là on peut tirer des informations. On peut aussi tirer des informations qui sont faussement devinées. Vous voyez, je pense par exemple jouer sur les probabilités, comme par exemple dire à une personne ne seriez-vous pas l'aîné de votre famille? Mais en fait, en disant ça, vous avez plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort, parce qu'il y a plus d'aînés que de cadets, parce qu'en fait, même les enfants uniques, ils sont aînés, quoi, si vous voulez, ils sont les premiers. Alors que des cadets, il faut déjà qu'il y en ait eu un autre avant, donc il y en a forcément moins. Donc vous pouvez jouer sur des trucs comme ça pour donner l'impression de dire des choses. Et en plus, vous pouvez rajouter, ce que j'ai fait dans la phrase que je vous ai donnée, une forme interronégative, c'est-à-dire n'auriez-vous pas ou ne seriez-vous pas, ce qui vous permet, si vous avez faux, de vous en sortir quand même. Vous voyez, donc si vous avez juste, vous faites « Ah oui, je le sentais bien », et si vous avez faux, vous dites « Oui, non, je sentais que c'était pas bon pour vous ». Et la question interronégative est une super méthode pour éviter de dire des choses à risque, quoi. Après, vous avez la technique du tir au petit plomb. Je ne vais pas détailler beaucoup, mais on le voit chez John Edward, on le voit chez pas mal de gens qui utilisent ces méthodes-là. Faire des phrases avec beaucoup d'éléments dedans et laisser la personne qui est en face de vous, qui est en face d'elle, piocher dedans. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait être en channeling pourrait vous faire des phrases du type je vois une femme dans votre entourage qui a beaucoup souffert, une femme, peut-être une mère, une sœur, une cousine, peut-être une cousine, puis là, elle regarde bien où c'est que vous réagissez, et elle vous dit « Ah, une cousine, c'est ça, une cousine qui a beaucoup souffert, elle est peut-être morte, ou en tout cas pas très loin de l'être, elle est morte, effectivement. » Hop, et puis il rebondit comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est suffisamment flou pour qu'au bout d'un moment, on soit quasi assuré d'avoir bon, et on réagit au moment où la personne fait tilt, quoi. Voyez, et la personne a l'impression qu'on a deviné que notre cousine était morte, quoi. Mais en fait, la voyante n'a pas deviné ça. Elle a regardé à nos réactions
dans le flux de ce qu'on a développé, les informations sur lesquelles nous avons réagi. On lâche beaucoup d'informations quand on est face dans des situations comme ça, surtout qu'on vient souvent dans des situations de souffrance pour parler à des voyantes ou à des médiums. Et donc on se retrouve parfois à donner des informations, pas se rendre compte qu'on les a données. Et alors c'est tout un art que de ressortir les informations qu'on a piochées un peu plus tard. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ne seriez-vous pas l'aîné de la famille? Ah non, non, j'ai un grand frère. Ah oui, je sentais qu'il y avait quelqu'un au-dessus de vous comme une figure un peu tutélaire, mais c'est un peu ambigu comme situation. Puis hop, vous gardez en tête qu'il a un grand frère, par exemple, et la personne vous l'a dit, et vous le ressortez bien plus tard, et la personne elle sera persuadée que c'est vous qui avez deviné qu'il avait un grand frère, alors que c'est lui, c'est elle qui vous l'a dit. Voyez, on peut ressortir des éléments comme ça et les faire regermer ensuite, en donnant l'impression d'avoir... J'ai déjà fait ça, j'ai arrêté de le faire en test, mais des fois des étudiants rebossent le mentalisme pour aller mimer ça. Et moi, je le faisais à des moments pour draguer, où je faisais semblant d'être un peu voyant, et des trucs comme ça. Mais c'est super malsain, hein. On peut vraiment vite prendre l'ascendant sur les gens. Hein. Le pire qu'on ait fait là-dessus, d'ailleurs, mais j'y viens un peu après, on y mêlait d'autres méthodes. Avec mon collègue Nicolas Vivant de l'Observatoire zététique, on avait fait un truc qu'on a arrêté très rapidement tellement c'était devenu malsain. Je vous raconte ça tout à l'heure. Et l'effet Barnum, c'est un effet qui a été développé en psychologie par le psychologue Forer en 1949. Il a fait un test que j'ai refait un jour dans un amphi ici, il y a de ça 5-6 ans. Je voulais voir si ça marchait vraiment toujours aussi bien. Et le test que Forer avait fait, c'était de prendre les dates de naissance de tout le monde, et puis la fois suivante de venir et de donner à chacun un thème astral en fonction de la date de naissance qu'ils avaient. Chacun avait son enveloppe, tout le monde décachetait son enveloppe, la gardait pour lui, et puis devait noter de 0 à 5. 0, c'est pas du tout moi le discours qui a été présenté, ou alors 5, c'est tout à fait moi. Et en analysant les résultats, les gens se sont reconnus, la moyenne c'était de 4,2 à peu près. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens se reconnaissaient dans le discours qui était dedans. Et ensuite, ce que Forer faisait, c'était il disait à ses sujets, à ses élèves, à ses étudiants, il leur disait passez la feuille à votre voisin. Et en fait, tout le monde se rendait compte qu'ils avaient tous la même feuille. Et dans les phrases qu'il y avait, c'était des phrases qu'on appelle des phrases à effet puits ou à effet Barnum, des phrases qui sont suffisamment floues, mais qui ont l'air personnelles, mais qui fait que tout le monde se reconnaît dedans. Par exemple, je sais pas moi, la dame qui est là, vous avez un caractère fort, mais de temps en temps vous doutez. Ça c'est moi aussi, c'est elle aussi, quoi, c'est tout le monde. Elle aime les relations sincères avec les gens. Et qui n'aime pas les relations sincères avec les gens? Le monsieur qui est là-bas, qui est penché, qui est là, lui, des fois il passe par des périodes d'euphorie, il est complètement un peu genre à fond, debout sur la table et tout, puis il y a des moments, ça, des petits coups de moins bien. C'est pas vraiment de la dépression, mais tu vois, c'est des petits coups de... tu te dis, putain, à quoi ça sert et tout. Et puis ça repart après. C'est vrai, hein? C'est exactement toi. Voilà, c'est exactement moi aussi, en fait, c'est tout le monde, vous voyez. C'est ça, des phrases à effet Barnum. L'horoscope est un excellent fournisseur de phrases comme ça. Vous lisez l'horoscope, c'est que des trucs comme ça, avec une vertu un peu conservatrice à l'intérieur de l'horoscopie, parce que c'est jamais, quand je sais pas, le travail c'est difficile en ce moment, ils vous disent généralement, attendez, ça va passer, ou alors prenez votre mal en patience, vous voyez, c'est jamais allez gifler votre patron, syndiquez-vous et cassez la préfecture, enfin, c'est jamais des trucs de révolte, quoi. L'horoscopie, c'est l'ordre social, quoi, et vous regardez, il faut jamais s'énerver. Ah, vos amours sont contrariés, patientez le mois prochain. Si ça se trouve, votre mari vous tape dessus ou votre femme vous tape dessus, mais ils ne vous disent pas de réagir violemment, quoi. C'est toujours calme. Il y a eu un travail d'un philosophe, pour ceux qui sont philosophes ici, de Adorno sur le sujet. Théodore Wiesengrund, Adorno. Le livre s'appelait... Ah ben j'ai oublié le nom du bouquin, mais c'est pas très compliqué, ça date des années 50, c'était sur l'horoscopie, mais j'ai oublié, il doit y avoir les étoiles ou les astres dans le titre, mais je retrouverai ça si ça vous intéresse. Et puis, il y a un autre biais qui est récurrent dans quasiment tous les sujets que vous allez traiter et dans tous les sujets du monde entier. C'est un biais que les psychologues appellent le biais de confirmation ou le biais de confirmation d'hypothèse. La tendance que notre cerveau a à chercher sans arrêt des confirmations de ce qu'il pense, plutôt que d'aller chercher des contradictions. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous avez le cœur qui penche plutôt vers des mouvements de droite, par exemple, c'est très rare que des gens qui penchent à droite, on va dire, viennent lire de la presse de gauche. C'est très rare que des gens qui penchent à gauche viennent lire de la presse de droite. C'est très très rare qu'on s'expose à des discours critiques, et généralement on traîne dans des milieux où tout le monde pense un petit peu la même chose, et on s'expose très rarement à des discours, d'ailleurs on entend ça assez souvent, ah je refuse de discuter avec des gens du Front National, ou alors non, l'extrême gauche c'est épouvantable, ou les communistes, là, jamais de la vie. Et en fait, ça entraîne chez nous un biais de confirmation. On risque d'être surexposé à des discours qui nous plaisent, quoi. Et quand on est face à de la médiumnité ou de la voyance, ce phénomène peut arriver. Alors j'essaie de vous faire un petit graphique. Imaginez par exemple qu'une voyante vous dit, ou un voyant vous dit, méfiez-vous des accidents de la route.
phrase qui a l'air anodine, mais qui fait un peu flipper quand même. Là, vous avez deux choix. Premier choix, vous dites, bah, moi j'y crois de toute façon en voyant, donc bah, écoute, j'y crois, voilà, je vais faire attention. Alors vous y croyez, et l'autre groupe, l'autre personne se dit, bah, non, moi j'y crois absolument pas, je m'en fous complètement, c'est n'importe quoi, je m'en fiche. Si vous y croyez et que vous avez effectivement un accident, vous dites, bon sang, elle m'avait prévenu et j'ai eu un accident. Donc elle avait raison. Donc je valide comme vrai la prétention de départ. Si j'y crois et qu'il m'arrive rien, je me dis, ah bah, j'ai bien fait de l'écouter, j'étais prudent, et donc j'ai pas eu d'accident de la route. Donc je valide comme vrai la prétention de départ. Mais si j'y crois pas et que j'ai un accident, je me suis dit, bon sang, elle m'avait prévenu, j'ai pas écouté alors que j'y croyais pas et tout, puis en fait finalement j'ai vraiment un accident. Et là on valide encore comme vrai la prétention de départ. Et si j'y crois pas et qu'il m'arrive rien, eh ben j'oublie. Ce qui fait que 100% des cas qui nous restent en tête sont des cas qui fonctionnent, quoi. Et on se retrouve surexposé à des cas qui fonctionnent, vous voyez. C'est un peu le même problème qui se pose quand on discute, est-ce que les rhumatismes, enfin, est-ce qu'on dort moins bien les nuits de pleine lune, ou est-ce qu'on dort moins bien, ou est-ce qu'on a des rhumatismes quand il pleut? Eh ben, notre cerveau va avoir tendance à collecter plus les faits qui collent plutôt que les faits qui collent pas. Mais si on évacue les faits qui collent pas, on peut pas faire de statistiques, et donc si on fait pas de statistiques, on peut pas se rendre compte qu'il y a un réel effet, en fait. Vous voyez, on trie, sans le vouloir, les cas auxquels on est exposé. Arrive maintenant, ah oui, alors oui, ben, il y a d'autres domaines où ça peut arriver, ce genre de limitation du champ des possibles. Si vous voulez, je ne suis pas un thérapeute qui vous dit surtout faites attention à votre genou à partir de maintenant. Vous voyez, bon, ben, ou faites attention aux escaliers. Et ben, ça va faire exactement pareil. Tous les cas qui valideront cette prétention, vous vous en rappellerez. Mais si ça ne le valide pas, on aura tendance à l'oublier ou à ne pas le raconter. Un banquier qui vous dit soyez vigilant avec vos placements bancaires, c'est pareil, quoi. Ça sera toujours vrai, sauf les fois où vous oublierez, quoi. Et notre cerveau est fait comme ça. Donc méfiez-vous de ces phrases qui sont en fait des phrases bidons, quoi. C'est des phrases un peu bidons. Et puis vous avez, bien plus grave, ah oui, j'ai parlé, je voulais citer le problème de Diagoras, c'est comme ça que l'expose Nicolas Taleb dans un bouquin qui s'appelle le signe noir. Et il en parle, et puis l'histoire c'est que Diagoras, c'est Cicéron qui raconte cette histoire dans un texte dont j'ai oublié la référence, et on lui présente des tablettes peintes représentant des dévots qui avaient prié et survécu à un naufrage et qui leur était arrivé ensuite. Et sous-entendu, prier protège de la noyade. Et alors Diagoras demanda, mais alors où sont les portraits de ceux qui avaient prié et qui sont morts? Vous voyez, en fait, on a tendance, mais c'est un peu pareil sur les verrues, je vous parlais des verrues tout à l'heure. Je n'entends que des cas, si je faisais la collection, je n'entends que des cas de gens qui ont été voir des magnétiseurs et qui ont effectivement les verrues qui ont disparu. Mais parce que c'est les cas qu'on raconte, c'est les cas qu'on garde en tête. Mais il y a aussi plein de gens qui ont été voir des magnétiseurs et dont les verrues ne sont pas parties. Et ceux-là, on ne les raconte pas, ou c'est pas très intéressant de le raconter en soirée, on se prend un bide quand on raconte une histoire comme ça. Donc ça n'intéresse personne. Donc il y a un biais, alors il y a un nom technique vraiment pour ce biais-là qui s'appelle le biais d'attrition. Le fait qu'il y a des cas qu'on perd de vue, quoi. De la même façon que parfois dans certains protocoles, on perd certains sujets, on appelle ça le biais d'attrition. Mais gardez surtout le terme général de biais de confirmation d'hypothèse, c'est vraiment ça qui est important.